Robin Rivetton, bonjour. Bonjour. Investisseur, fondateur de Real Estate, spécialiste de l'innovation dans l'immobilier et auteur du livre qui s'intitule L'immobilier demain. C'est d'ailleurs la deuxième édition de ce livre qui est paru en 2019 et donc là qui sort en ce début d'année 2020. Alors l'immobilier, toutes ces tendances avec vous, on va faire un tour d'horizon, qu'on soit propriétaire, locataire, professionnel, les enjeux sont considérables dans l'immobilier et dans le digital. Tout d'abord, pour avoir en tête quelques chiffres clés, les startups dans l'immobilier, qu'est-ce que cela représente en poids économique à l'échelle du monde et à l'échelle de la France? Alors aujourd'hui, pour l'année 2019, les startups de l'immobilier ont levé 8 milliards de dollars. Juste pour donner un élément de comparaison, en 2012, elles avaient levé 200 millions de dollars. Donc on a eu une progression de 40 entre 2012 et 2018, ce qui montre l'appétit des investisseurs pour ces nouvelles technologies, ces nouveaux modes d'occupation, ces nouveaux usages qui vont permettre de transformer ce qui reste malgré tout le plus gros secteur de l'économie mondiale, puisqu'il pèse entre 15 et 20% de l'économie mondiale. 90%, vous dites dans votre livre, 92% des transactions immobilières démarrent par une recherche sur Internet. Est-ce qu'on est au bout de cette révolution? Qu'est-ce qui change aujourd'hui quand on cherche un bien ou pour investir, pour louer, pour mettre en location? Qu'est-ce qui change radicalement? Comme vous l'avez dit, aujourd'hui, le canal d'acquisition principal, la façon dont les gens interagissent avec l'immobilier, c'est digitalisé. Pour autant, l'ensemble des process, l'ensemble de la chaîne de valeur qui est construite derrière reste relativement standard, c'est-à-dire que les transactions restent largement intermédiées avec des opérateurs et ça continue de se passer un peu comme ça. Et les nouveaux modèles qu'on voit apparaître dans la transaction, que ce soit des modèles américains avec les instant buyers, donc des gens qui sont capables de vous offrir une prime de liquidité, donc d'acheter votre bien immédiatement avec une certaine décote néanmoins, ou des agents qui vous proposent d'avoir des agences purement en ligne et donc d'offrir une prestation à moindre prix par rapport à celle qu'on peut observer dans le marché traditionnel, restent malgré tout des offres encore marginales puisqu'elles représentent, selon les marchés, entre 5 et 7% du marché de la transaction dans les plus grandes villes américaines. Donc on voit bien que même si aujourd'hui les clients se sont digitalisés, derrière les processus, la capacité à faire confiance à de nouveaux acteurs reste malgré tout un peu limitée. Dans ces nouveaux modèles économiques que vous décrivez, est-ce qu'on peut imaginer demain que des portails d'annonces vendent en direct ou prennent ce marché de la transaction? Ce qu'on voit, et ce que j'essaie d'expliquer dans le livre en faisant beaucoup d'analyses sur différents marchés, c'est que les portails ont une tendance monopolistique. C'est-à-dire que dans beaucoup de marchés développés, on voit apparaître un ou deux super portails qui finissent par devenir les éléments indispensables de la transaction. Et à ce titre-là, ce sont des entreprises qui gagnent plutôt bien leur vie et qui intelligemment savent placer aussi leurs pions dans certaines de ces nouvelles entreprises de la transaction. Et donc, sans en être réellement des opérateurs de la transaction immédiatement, elles ont des participations chez des gens qui deviennent des nouveaux intermédiaires. La propriété, qu'est-ce qui change sur l'intérêt de propriété? La propriété à vie, la propriété partagée, qu'est-ce qui change? Alors, dans ce livre, j'ai essayé de montrer que une grande partie de l'immobilier changeait non pas seulement lié aux nouvelles technologies, mais surtout au changement de comportement. Et sur la propriété, j'ai un avis assez tranché qui est que les ménages, les jeunes ménages, dont parfois on dit qu'ils veulent être locataires à vie, ont plutôt envie d'être propriétaires encore. La question, c'est qu'ils se heurtent évidemment à des prix de l'immobilier très importants. Et donc, face à cela, aujourd'hui, il y a plusieurs entreprises, des nouvelles entreprises, qui proposent des solutions de découpage de la propriété. On a plusieurs modes de découpage entre le foncier et le bâti, entre la propriété à vie, par exemple, entre de la propriété progressive, c'est-à-dire que vous allez payer un loyer, mais une partie de ce loyer va incorporer de la capitalisation, et ainsi de suite. Ces modèles existent beaucoup aux États-Unis, ils sont encore peu présents en France. On a vu la proposition d'un ex-candidat à la mairie de Paris qui proposait de reprendre un modèle d'une start-up américaine en finançant l'apport pour les ménages en échange d'un partage de la plus-value lors de la revente du bien. C'est un modèle qui existe aux États-Unis, qui concerne plusieurs milliers d'unités d'habitation. Autre enjeu important, c'est la construction. Là aussi, les modèles sont complètement bouleversés. Qu'est-ce qui change la donne? En matière de construction, qu'est-ce qui vient notamment des États-Unis et qui va arriver progressivement chez nous? Oui, des États-Unis, un peu de partout. La construction, ce qui est en train de se passer, c'est quand même qu'il faut se rendre compte qu'il y a un problème de main-d'œuvre. Aujourd'hui, on a du mal à convaincre une partie des jeunes personnes de venir travailler dans le secteur de la construction, pour plusieurs raisons, qui sont inhérentes au processus de production actuel. Et donc, une des solutions qui a été mise en place, c'est de se dire qu'on va produire en hors-site, en usine. On va produire des composants qu'on va préassembler en
en amont et qu'on ne fera qu'assembler sur le chantier à la fin. Et donc ces précomposants, on les mettra dans des usines. Dans ces usines, elles seront mécanisées, elles seront protégées des conditions extérieures et on pourra également imaginer une plus grande féminisation de la fonction de production. Et ce modèle-là, c'est un modèle qui existe depuis des années et qui est en train de se développer aux États-Unis notamment, mais pas que, en Pologne. Il y a une usine en Pologne sur les bords de la Baltique qui a exporté 3 hôtels en kit à New York, à Brooklyn et à Manhattan. Et cette usine est aujourd'hui propriétaire d'investisseurs américains. Donc on voit bien que c'est un modèle qui commence à se développer et qui nous pose une question à nous, c'est que la valeur de la création d'un immeuble, de la production d'un immeuble qui était autrefois très locale, puisqu'elle concernait les 50, les 100 kilomètres autour d'un bâtiment, eh ben elle devient délocalisable, en tout cas elle devient exportable. Alors, on a aussi des gains de productivité. Il y a aussi des logiciels de coordination qui sont présents sur les chantiers. Là aussi, ça se développe de plus en plus, où il y a encore des réticences parce qu'il y a d'anciens modèles économiques, notamment dans le bâtiment. Bien sûr, il y a des modèles économiques anciens qui parfois se heurtent par rapport à ces modèles économiques nouveaux, et donc on n'a pas toujours l'envie d'investir dans ces logiciels ou l'envie d'investir dans ces chaînes de production, notamment sur la question de la liquidité et du cash, puisque beaucoup aujourd'hui d'opérateurs actuels sont payés en avance. Dans un modèle industriel, ils dépensent en avance et ils sont payés après. Donc cette inversion du rapport de la liquidité à la trésorerie est quelque chose de très important. Et sur la partie logicielle, sur l'équipement logiciel des opérateurs, on a aujourd'hui un investissement important à faire, mais avec un écart entre qui va en profiter et qui va en bénéficier. Celui qui va en profiter, ça va être essentiellement l'utilisateur final, et qui va payer, ça va être le constructeur, donc il n'y voit pas toujours son intérêt. Vous parliez tout à l'heure de prix et de transparence, on y va de plus en plus. L'intelligence artificielle au service, là aussi, de la révolution numérique, pour notamment donner la valeur d'un bien. Ce n'est pas qu'un appartement, une maison avec simplement un emplacement et des prix au mètre carré, c'est tout ce qu'il y a autour. Et donc là aussi, l'intelligence artificielle, la multiplication des algorithmes, vous y croyez ? Oui, on peut à terme voir l'intelligence artificielle poindre dans le secteur de l'immobilier. Il faut bien se rendre compte que pour que l'intelligence artificielle arrive, il faut être en capacité de la nourrir avec des grands jeux de données, avec des données historiques, qui soient des données de très grande qualité. Or, aujourd'hui, dans le secteur de l'immobilier, nous n'avons pas encore constitué ces jeux de données. Donc je reste très prudent sur tous les gens qui se gargarisent de l'intelligence artificielle aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses d'abord à travail à faire à constituer ces jeux de données afin que les algorithmes auto-apprenants, intelligents, puissent travailler dessus et à partir de là émettre des modèles qui leur soient propres. L'un des seuls endroits où on voit poindre ça, c'est effectivement dans l'évaluation des biens et aussi dans ce qu'on appelle le generative design, donc la capacité de certains algorithmes, en se nourrissant de maquettes préétablies, à construire une enveloppe d'un bâtiment en fonction d'un jeu de contraintes extérieur de la ville. Très bien. Et en conclusion, est-ce que le logement sera au cœur des élections municipales ? Eh ben, on l'espère, puisque ces technologies, encore une fois, ne sont que l'écume de la vague. Ce qu'il y a derrière, c'est une profonde transformation de la demande des consommateurs qui veulent voir dans l'immobilier ce qu'ils voient dans le secteur de la santé, de la banque, de l'assurance et dans tant d'autres, c'est-à-dire de la transparence sur les prix, de la personnalisation et de l'immédiateté. Et ces 3 composantes, malheureusement, aujourd'hui, ils ont du mal à comprendre qu'ils ne le retrouvent pas dans ce qui constitue le budget, la part du budget le plus important de ces ménages, c'est-à-dire 25, 30, 35% dans les grandes métropoles. Donc on espère que le ménage sera pris en compte par les élus. Robin Rivetton, merci beaucoup. Merci. Et à très bientôt pour une prochaine édition du Club Immo.